Cela n'a évidemment pas pu vous échapper, le mouvement MeToo a récemment mis en lumière l'omniprésence et l'ampleur des viols et violences sexuelles commises envers les femmes, notamment au sein de différents milieux professionnels. Né sur Twitter, ce mouvement a ensuite été très largement relayé par les médias traditionnels, s'étendant parfois à la dénonciation de violences dans d'autres instances, comme l'école, l'église ou encore la famille. Au cœur de cette ébullition médiatique, cependant, un certain type de violence sexuelle n'a pas bénéficié du label MeToo. Ce sont les violences sexuelles instrumentalisées dans les conflits armés, c'est-à-dire les violences motivées par une logique martiale à des fins politiques. Pourtant, et malheureusement, notre imaginaire collectif est riche de références à ces violences plus ou moins lointaines dans le temps et l'espace. Le viol des Sabines dans l'Antiquité, ceux de Nankin en 1937, les viols des femmes allemandes par les soldats russes en 1945, ou encore plus récemment les camps de viol en ex-Yougoslavie dans les années 90, etc., etc. Alors oui, me direz-vous, ces violences ne datent pas d'hier, elles ont toujours existé, et sont l'apanage des conflits armés depuis la nuit des temps. Exact, rien de nouveau sous le soleil, mais ça ne rend pas pour autant le sujet inintéressant, bien au contraire. En effet, la nouveauté ne réside pas dans la survenue de ces violences sexuelles, mais bien dans le fait que l'on en parle et que le sujet gagne en reconnaissance peu à peu, comme en témoigne par exemple l'obtention du prix Nobel de la paix en 2018 par le docteur Denis Mukwege et Nadia Mourad pour leur combat contre l'instrumentalisation des violences sexuelles dans les conflits armés. Ces violences sont donc des violences anciennes qui charrient leur lot de représentations, de peurs, de stéréotypes, mais dont le caractère problématique est envisagé collectivement depuis une période très récente. Et c'est là que le sujet devient intéressant pour la doctorante en sciences de l'information et de la communication que je suis, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, comment les médias connus pour refléter et modeler nos représentations collectives se saisissent de ces violences sexuelles dans les conflits armés. Autrement dit, qu'est-ce qui permet d'expliquer la médiatisation du sujet depuis maintenant une trentaine d'années environ? Ensuite, comment s'effectue cette mise à l'agenda médiatique? En d'autres mots, quels sont les mots pour dire ces violences, les expliquer, les dénoncer? Comment les médias parlent-ils de ces violences au point d'en faire un enjeu du débat public, alors qu'elles étaient jusqu'à très récemment encore envisagées comme, d'une certaine manière, des faits divers des conflits? Ce que j'observe pour le moment dans les quotidiens et hebdomadaires nationaux français que j'analyse, c'est une médiatisation en montagne russe avec des effets boule de neige. Ces montagnes russes représentent des moments de faible et de forte médiatisation, ces derniers étant souvent liés à d'autres formes de couverture médiatique que le format écrit. Il s'agit alors d'une logique d'entraînement des médias, ce que j'appelle ici l'effet boule de neige, via par exemple la télévision, avec la sortie d'un documentaire traitant de la question, comme c'est le cas par exemple pour le cas syrien ou le cas libyen, ou par le biais d'Internet avec la survenue d'une mobilisation collective sur les réseaux sociaux, par exemple le hashtag Bring Back Our Girls, appelant à la libération des lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014 pour devenir esclaves sexuels. Concernant la construction du sujet en problème public, mes premières observations laissent à penser que celle-ci se fait via l'intervention d'entrepreneurs de cause dans les médias, militants d'associations, ONG, prix Nobel de la paix, personnalités publiques engagées, même si pour le moment, malgré la gravité de ces violences, leurs enjeux et leurs conséquences, rien n'est d'une ampleur comparable à celle de MeToo. Je vous remercie.